Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. John Dramani Mahama remporte la présidentielle ghanéenne et revient au pouvoir 8 ans après l'avoir perdu. Le candidat du parti au pouvoir, l'actuel vice-président et candidat, a reconnu donc sa défaite. Il a appelé John Dramani pour le féliciter. Nous essaierons donc avec nos amis de décrypter et de connaître les secrets de la démocratie ghanéenne. Ensuite, nous aurons à faire un documentaire sur un décryptage sur le documentaire de Serge Billet, Les 7 femmes du fouet. Encore une fois, merci. Très bon lundi à vous. Le Grand Talk démarre maintenant. La démocratie ghanéenne fait parler d'elle. Nous aurons donc à regarder ce qui s'est passé du côté d'Accra avec nos amis qui sont là. Bonsoir Aïcha Crépi. Bonsoir Christelle. Heureuse de vous avoir en ce beau Très lundi. heureuse aussi, vous êtes radieuse. Bonsoir Merci, messieurs, bonsoir chez vous. Herman, bonsoir. Merci Bonsoir d'être là. Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, je salue tout le monde. Élisée Boloube, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, permets-moi ce soir de saluer tout le corps préfectoral et particulièrement mention spéciale au sous-préfet de Yamoussoukro, M. Yeo. Il y a quelques semaines ici, je parlais de lui. Il avait entrepris une opération de rapprocher les services de l'État de on se rappelle, lors de la révision. Exactement. Il avait saisi l'occasion de la révision de la liste électorale, mais pour rapprocher tous les services d'État, que ce soit la CMU, que ce soit l'ONESI, en tout cas tous les services d'État nécessaires pour les populations auprès des villages, des 11 villages de Yamoussoukro. Et figurez-vous qu'au terme de 3 semaines d'opération qu'il a portée de main de maître, il a pu faire enregistrer dans l'état civil près de 5000 personnes, dont une personne qui a 89 ans, depuis sa naissance, n'avait jamais eu un extrait de naissance. Donc, grâce à cette opération, aujourd'hui, cette personne a un extrait de naissance. Et figurez-vous, c'est 4 générations membres de la famille de ce octogénaire-là qui n'avaient jamais fait de papier. Donc, tous ceux-là, par cette action, ont pu avoir des papiers. Et c'est 1000 personnes qui ont été enrôlées à la CMU. Je tenais vraiment particulièrement à féliciter ce sous-préfet-là. Et pour moi, c'est un cas d'école. C'est quelque chose que tout le monde doit pouvoir répliquer, en tout cas tous les membres du corps préfectoral. Je lui tire le chapeau et je crois que c'est de tels serviteurs de l'État que nous devons promouvoir et que nous devons accompagner. Merci beaucoup, Élisée, pour ce point. Vraiment, il est à saluer, le préfet Yeo. Daouda Coulibaly, le sous-préfet, pardon, sous-préfet Yeo. Daouda Coulibaly, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. J'aimerais aussi saluer un enseignant, il est professeur au lycée moderne de Grand Bassam. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah d'accord, il s'appelle comment? Roméo Angbe. Voilà, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis rentré à l'AFTV, ça fait 3 ans. Et chaque soir, quand on finit les émissions, il décrypte les émissions avec moi au téléphone. Je tenais à lui dire joyeux anniversaire encore à toi et puis prends soin de toi et profite de ta journée. Merci beaucoup, chers amis. Alors, messieurs, essayons de comprendre un peu les secrets de la démocratie ghanéenne. Qu'est-ce qui fait justement, messieurs, sorry, Aïcha. Qu'est-ce qui fait qu'au Ghana, ça marche? Depuis donc l'avènement de Rawlings au pouvoir et après lui, il y a eu des transitions pacifiques. Regardons un peu ce qui s'est passé. Déjà, décryptage de la victoire. Il revient au pouvoir 8 ans après. Il s'agit de John Dramani. Herman, votre commentaire justement sur le retour de John Dramani au pouvoir. Et in fine, on regardera un peu les secrets de la démocratie ghanéenne. Ok, bon, je pense que les clés de cette victoire au Ghana, il y a d'abord le poids de l'histoire. Vous savez bien que le retour de ce président au palais est un événement qui est marquant. Il s'agit d'abord d'une première dans l'histoire de la démocratie ghanéenne. Et puis, il y a un ancien président qui réussit comme ça à reprendre les rênes. C'est une grande première. Il y a aussi les enjeux économiques. Vous savez, la gestion de l'économie, notamment en ce qui concerne la création d'emplois et la lutte contre l'inflation, ça a été un point qui a été très discuté lors des débats au niveau de la campagne. Il y a aussi la mobilisation de la jeunesse. Il y a que les différents candidats ont pu sensibiliser, à intéresser les jeunes à prendre part à ces élections-là. Maintenant, il a gagné. On attend de voir ce qu'il pourra faire concrètement. Il y a la question de la relance économique. Vous savez bien qu'il y a une certaine inflation quand même qui est économique au niveau du Ghana, même si ce n'est pas trop marqué.
il y a la lutte contre la corruption. Ça a été des questions, c'est toutes ces promesses-là qui ont emmené les populations ghanéennes à lui redonner cette chance-là. Et puis il y a les inégalités sociales. Quand on parle généralement de corruption, quand on parle de problèmes d'inflation, ça veut dire que ça crée des écarts entre les couches sociales. Et c'est tout cela que je pense qu'il a pu séduire les populations, les électeurs ghanéens pour lui redonner cette chance-là, qui est une première finalement. On lui dit félicitations. Mais après, on parlera après des secrets. Exactement. On va faire juste un tour de table pour avoir le point de nos amis. Aïcha, avec vous, regardons un peu la résilience un peu de ce candidat à président élu. Après 8 ans, 2 échecs face à Nana Akufo-Addo, il revient et il gagne. Au-delà de ce qu'Herman a dit, le contexte économique est assez complexe. Qu'est-ce qui a motivé justement les populations ghanéennes à lui redonner confiance, Aïcha? Moi, je dirais tout simplement l'alternance. Parfois, c'est nécessaire aussi de tester autre chose. Alors, on le connaît déjà, mais le projet a évolué. L'alternance, ce n'est pas pour rien qu'elle existe en démocratie, c'est parce qu'elle est souvent nécessaire. Donc peut-être qu'ils ont soif de renouveau, tout simplement. Effectivement, ils sont dans une situation économique qui est très, très sensible. Ce n'est pas les seuls. Et ils ont besoin de voir autre chose. Donc moi, je salue cette victoire. Il y a tellement en fait, de dérives du pouvoir. La démocratie, actuellement, partout dans le monde, et sur un fil tellement sensible, pour moi c'est une crise en fait, que finalement une élection qui se déroule normalement, on en vient à trouver ça peut-être extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. Peut-être pour nous, Ivoiriens, ou dans le regard de l'Ivoirien, ou selon vous c'est un regard qui est généralisé? Non, avec le regard ivoirien, c'est encore plus prononcé, évidemment. On ne dira pas, on va pas encore répéter pourquoi. C'est la 5e fois, ça je voulais le souligner, de cette année, 2024, que l'opposition en Afrique remporte les élections. On a vu ça au Botswana, à l'île Maurice, au Sénégal plus récemment, et dans la République autoproclamée de la Somaliland. À noter un autre chiffre qui m'intéresse, c'est 19 millions d'électeurs sur 34 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Donc j'ai fait le calcul. On est à 56% à peu près de la population qui a voté, c'est salutaire. J'ai retenu cette phrase du vice-président qui était en compétition avec l'actuel, donc le président vainqueur. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement, nous le respectons en toute humilité. Je pense que c'est ça en fait la clé d'une démocratie qui fonctionne, c'est l'humilité. En fait, sans l'humilité, il n'y a pas de démocratie possible. Savoir partir, c'est aussi savoir être grand. Donc je voulais juste terminer là-dessus. Et une autre phrase qui m'a marqué, je terminerai là-dessus. Je reconnais ma défaite avant la publication des résultats officiels publiés par la commission électorale pour éviter tout risque de tension et préserver la paix de notre pays. Donc en fait, on se rend compte que effectivement l'enjeu c'est ça, c'est préserver la paix en fait. Bien sûr. Et donc il s'est exprimé avant même le comité en charge de ces élections-là pour éviter tout débordement, pour calmer en fait les esprits. Donc c'est très fair-play, c'est dans l'esprit démocratique, c'est très classe. Et puis je me rends compte qu'après les USA, c'est au tour du Ghana de réélire un président. Comeback. Voilà, donc peut-être que c'est l'année des comebacks, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pas de demande de recomptage, pas de protestation. C'est classe, c'est le jeu, c'est tout ce que demande le peuple. Très bien. Daouda, votre commentaire sur le retour au pouvoir après donc ces débats de 2013 et 2017. Pour moi, déjà, le retour de John Dramani Mahama au pouvoir est riche en enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements dessus sur le dynamisme, surtout au niveau politique au Ghana. La première chose, je pense que vous avez utilisé un terme, c'est la résilience. Mais moi, je ne parlerai pas de la résilience seulement de John, mais je parle de la résilience de la démocratie ghanéenne, qui est très mature. Parce que le Ghana, aujourd'hui, illustre une fois de plus sa réputation de pays démocratique. Dans un premier temps en Afrique, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est la reconnaissance rapide de la défaite. C'est très important. Ça vous parle? Ça parle beaucoup, parce que quand M. Mahamoudou en fait, il reconnaît très vite sa défaite, déjà, il apaise les choses et il le dit dans son discours. Il faut apaiser les tensions. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que c'est le respect des institutions de la République. Parce que quand il y a élection dans un pays, tous les candidats savent à l'instant T s'ils ont perdu ou s'ils ont gagné. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce que le candidat sortant a démontré. Et la victoire de John Dramani traduit en fait l'insatisfaction en fait, des citoyens envers la gestion économique et sociale du gouvernement sortant. Et c'est là où justement, je pense que le candidat aujourd'hui prochain président qui est élu, a compris. Parce que quand il perd 2 fois,
il s'en va, il s'assoit, il fait, et qu'on appelle ça, il va prendre les problèmes les plus primaires du peuple ghanéen. Question de sécurité, question de santé, question de logement, question d'inflation. Il prend cela en compte, il le pose devant eux. Je viens, je vous fais la promesse que quand je reviendrai, voici ce que je vais faire. Parce qu'il a tiré des leçons de ces différents échecs. Lui-même, il a dirigé le pouvoir. Donc, il vient, il le propose concrètement aux Ghanéens. Voici pourquoi les Ghanéens portent leur choix sur sa personne. Mais l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est que c'est une leçon en fait de leadership au président africain. Ce retour, pour ma part, selon moi, est une évolution des pratiques en Afrique. On va revenir justement sur les leçons à tirer de cette... Comme vous m'arrêtez là, voilà, je m'arrête là. Ça. Les leçons à tirer du processus même en général. Mais bien sûr, bien sûr. Très long, Daouda. On reviendra là-dessus. Il n'y a pas de problème. Élisée Bouloubé, alors, quand vos amis font ce point et font des éloges de l'élection ghanéenne, mais in fine, regardons un peu votre commentaire sur le retour de cet homme qui 2 fois a échoué devant Nana Akufo-Addo et qui revient au pouvoir. Oui, moi je pense que John Dramani Mahama profite d'une situation, je dirais, économique précaire et vraiment, je dirais, l'une des pires situations économiques du Ghana sur le second mandat de Nana Akufo-Addo. Pour juste vous l'étayer, c'est sur le second mandat de Nana Akufo-Addo qu'on a assisté à une augmentation drastique du taux de chômage. On a assisté également à un défaut de paiement du FMI, ce que le Ghana n'avait jamais enregistré. Ils ont même pris un prêt. Et tout ils étaient en défaut de paiement, ils ne pouvaient même plus payer. Il a fallu qu'on refasse encore d'autres échelonnements encore en plus. Dans ce second mandat encore, on a assisté à un taux d'inflation record. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le Ghana se situe à 53% du taux d'inflation. Là où la Côte d'Ivoire est à 4%. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le gap est énorme. Mais c'est très énorme. Où la Côte d'Ivoire à 4,5%, nous on trouve que c'est excessif même d'ailleurs, parce que la norme communautaire c'est 3%. Vous imaginez la norme communautaire au niveau de l'UEMOA, c'est 3%. Un pays qui se retrouve à 53% du taux d'inflation. Ça veut dire que la vie est plus que chère au Ghana. Donc aujourd'hui, John Dramani Mahama profite de ces situations-là. Et là, selon le dernier rapport d'IA qui est sorti, le taux de pauvreté, qui était aux alentours de 22%, disons, est passé finalement, autour de 22% en 2022, et se situe aujourd'hui à 33%. Là où les autres pays ont tendance à diminuer le taux de pauvreté, on se rend compte qu'au Ghana, le taux de pauvreté augmente. Mais ça ne peut être le cas quand on regarde tous ces chiffres que j'ai donnés, ce taux d'inflation, quand on regarde plus ou moins ce taux de chômage qui a augmenté. Donc, John Dramani profite d'une situation économique précaire aujourd'hui. Et en plus, l'une des choses, à mon sens, qui a dû certainement irriter encore le peuple ghanéen, surtout les électeurs ghanéens, c'est le fait que le mois dernier, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais Nana Akufo-Addo s'est rendu dans une ville de l'Est du Ghana où il allait inaugurer un monument à son effigie. Oui, tout à fait. Là, ça a été critiqué sur toutes les plateformes ghanéennes. Il y a eu un levé de bouclier au Ghana sur cette situation-là. Est-ce que c'était opportun? Là où les gens attendent que tu apportes des solutions à leur vécu qui devient de plus en plus précaire et tu pars inaugurer un monument. Je crois que par cet acte-là, sans s'en rendre compte, Nana Akufo-Addo venait de sceller le sort de son potentiel successeur, voilà, du NPP. Donc ça, ce sont des éléments. Maintenant, je crois que les uns et les autres ont dit un certain nombre de choses que je trouve, que je prends à mon compte, notamment la question liée aux élections. Et je crois qu'aujourd'hui... On démarre avec vous, les leçons à tirer justement pour nous. Oui, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, excusez-moi, la Côte d'Ivoire, au travers de cette élection, depuis des années d'ailleurs, mais au travers de cette élection qui vient de se dérouler, n'a plus de raison, n'a plus d'excuses. Qu'en 2025, après 48 heures, on soit en train de compter encore des chiffres. Il n'y a pas eu de recomptage. Non, ça, franchement, ce n'est plus admissible. Il n'y a aucune excuse pour l'accepter. C'est plus possible. Aujourd'hui, à l'état actuel où on est, après 48 heures, on doit avoir les résultats. Ça, franchement, et ça incombe aussi bien à la CEI, mais également aux partis politiques. Il faut faire preuve d'élégance, il faut faire preuve de fair play. Il faut qu'on arrête cette manière de se comporter en gangster, en bandit. On sait qu'on n'a pas gagné. C'est pas gentil, ça. On sait qu'on n'a pas gagné, puis on veut faire croire qu'on a gagné, puis on brûle tout, on casse tout. Ça, il faut qu'on arrête ça. Le Ghana a 18 millions de votants. 19 millions de votants. À moins de 48 ans, on a les résultats. En Côte d'Ivoire, on n'a même pas 10 millions de votants. On est là, on tergiverse, parce que les gens disent non, qu'on n'a pas bien compté. Non, on devait recompter. Non, celui-ci dit qu'il n'a pas signé le PV. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. La Côte d'Ivoire, au stade où elle est arrivée, peut plus s'offrir le luxe de se comporter comme un pays des années 40.
Parce que ça, même en année 40, on ne faisait pas ça. Donc vraiment, pour moi, le Ghana vient de nous donner une leçon. Et puis en plus, on n'a pas besoin de payer transport pour aller au Ghana. Hein. On peut même marcher pour y aller. Donc, on peut aller s'inspirer de l'expérience ghanéenne. Si nous, on ne sait pas comment on fait, on peut aller demander aux Ghanéens comment vous y êtes pris pour qu'au terme de 48 heures, on ait les résultats et qu'il n'y ait pas de palabre. Ils vont nous partager leur expérience. Moi, je pense que c'est ça, la grandeur d'un homme, c'est d'être humble et de demander aussi conseil à côté. Donc, on va aller demander conseil au Ghana. Ils vont nous dire ce qu'ils ont fait. Et puis, nous aussi, on va appliquer. Très bien. Alors, Herman, votre point sur les leçons à tirer rapidement, on prendra celui de Daouda et Aïcha rapidement, on ne va pas prendre le temps. Allez-y. Je suis très heureux que les gens aujourd'hui applaudissent la stabilité politique au Ghana et la bonne démocratie au Ghana. Mais il faudrait avoir en souvenir que le Ghana a été mis sur les rails par un régime militaire. Ça, on l'oublie souvent. Aujourd'hui, cette constitution qui fait ses preuves et qui donne une certaine stabilité et qui amène à ce que celui qui a perdu l'élection appelle celui qui a gagné. C'est grâce à Rawlings qui a renversé aussi le gouvernement Liman. Ouais. Donc, après, on peut faire l'épilogue sur la gestion des régimes militaires. Mais souvent de fois, quand les régimes militaires viennent au pouvoir, c'est parce qu'il y a comment on appelle là, une certaine défaite, une certaine démission du régime civil politique. Donc, je voudrais que, pendant qu'on salue cette stabilité de la démocratie ghanéenne, qu'on puisse mettre en balance que c'est né d'un régime militaire. Très bien, Herman. Et ça, il faudrait qu'on ait la conscience de préciser. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps que les militaires ne font pas bien. Très bien. Dans le parallélisme que vous faites, vous nous envoyez très très loin, mais selon vous, enfin c'est votre point, c'est son point. Si nous arrivons aujourd'hui au Ghana à se dire tu as gagné, félicitations, c'est parce que sous Rawlings, on a stabilisé les choses. C'est ce que vous dites, Herman. Pendant 11 ans, avant qu'il organise une élection et que lui-même l'a remporté, il a fait ses 2 mandats. Très bien. Et Aïcha. c'est ainsi que ça continue. Très bien. Aïcha, oui. Restons sur ce point. Les leçons à tirer du processus ghanéen. Évidemment, savoir partir, savoir se montrer humble, savoir accepter qu'en fait notre projet ou notre même personne, notre aura ne suffit plus peut-être à redresser le pays, peut-être qu'un autre projet va suffire, peut-être qu'il faut faire passer le pays avant soi-même, c'est le principe normalement de la professionnalisation de l'objet politique. Je répète encore sa phrase. Il a proclamé les résultats avant même la proclamation des résultats officiels pour éviter tout risque de tension et préserver la paix en fait, du pays. Je veux dire, c'est ça avant tout. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je veux dire faire passer les intérêts du peuple avant ses intérêts personnels. Voilà. On termine avec vous, Daouda, sur ce point. Très rapidement. Les leçons à tirer. Oui, on va en arriver aux leçons. Ce que j'aimerais dire, c'est que comparaison n'est pas raison. Le coup d'État de Jerry Rawlings en son temps n'est pas la vie d'aujourd'hui. Le monde a évolué. Mais jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont encore adeptes de la prise du pouvoir par les armes. Ceci étant dit, je pense qu'au Ghana, Élisée disait tout à l'heure que les résultats sont connus. Élisée, les résultats ne sont pas encore connus. Mais tu as parlé de quelque chose qui est très important, c'est que les candidats, les différents QG ont pris leurs responsabilités. Tout à fait. Pour dire j'ai perdu. Malheureusement, en Côte d'Ivoire ici. Non, Daouda, excuse-moi, pardon, il a dit que les résultats ne sont pas connus. C'est peut-être... Non, les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés. Tout à fait, c'est ça que je parle. C'est ça que le candidat de l'opposition appelle pour dire que... Non, en fait, c'est de ça qu'il parle, en fait. Les résultats officiels n'ont pas été communiqués par la commission indépendante. Mais les candidats ont... Mais j'aimerais revenir depuis les années 1990, après le multipartisme, lorsque Houphouët-Boigny se présentait encore contre Laurent Gbagbo, on n'a jamais assisté dans ce pays-là à quelqu'un qui a salué son camarade. À 90, Gbagbo Laurent qui a appelé pour dire félicitations. Jamais. Gbagbo Laurent a dit qu'on lui avait volé sa victoire en Côte d'Ivoire ici. Ça a existé. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on assiste à ce balai de « j'ai gagné, tu as perdu, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela ». Je pense que tous les QG savent véritablement ce qui s'est passé. Chacun connaît son résultat après, à 18h, à 19h, après la sortie des urnes. Il est important, il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités devant l'histoire. Parce que personne ne doit mourir pour un homme politique. Merci. Et c'est ce que les Ghanéens ont compris pour l'intérêt général de la nation. Merci, Daouda. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, et à bas Daouda. les coups d'État. Merci, Daouda. On ne va pas faire de réplique à Daouda, quoi que ce soit. On recevra directement Serge Billet.
notre invité. Je le disais à l'entame de ce temps d'antenne, nous allons décrypter avec lui ce documentaire qui a été diffusé la première fois le 7 décembre. Si vous venez de nous prendre en marche, merci d'être avec nous. Il nous a rejoint. Serge Billet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez fait un travail de recherche, un travail d'information, un travail d'éveil des consciences. Et comme je vais reprendre votre expression, les ombres et les lumières font partie de la vie des grands hommes. Alors, après la diffusion, la première, parce qu'il y aura donc, il y a eu une rediffusion, demain à 21h, il y aura une autre rediffusion. Quel a été le sentiment? Est-ce que vous avez reçu, par exemple, le sentiment des téléspectateurs par rapport à ce documentaire? Oh oui, il y a eu beaucoup de réactions. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, parce que bon, il y a eu un florilège de réactions. Moi, j'en ai reçu beaucoup. J'étais très heureux. Qu'est-ce que vous retenez justement dans Je retiens peut-être 2 réactions principales. La première, celle d'un historien que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jean-Noël Loukou, le président de la fondation Houphouët-Boigny, m'a dit que c'est un travail qui l'a beaucoup passionné et qu'il a trouvé honnête. Et ça, pour moi, c'est un qualificatif. Jean-Noël Loukou. Et je trouve ça extrêmement important, parce que c'est important de faire un travail honnête. Et puis la réaction aussi de la fille adoptive de Thérèse Houphouët-Boigny, qui m'a dit que c'était formidable, il faut le rediffuser. Ah, elle a aimé. Voilà. Et puis 1 heure après, m'a envoyé un message de la part de Madame Thérèse Houphouët-Boigny en disant « La maman nationale demande la copie de la cassette ». Oh mon Dieu. Et ça vous a fait quoi, justement, de savoir que la maman nationale demandait la copie? J'étais très heureux. Très bien. Alors, on a pas mal d'extraits à diffuser avec vous et on va décrypter avec nos amis qui vont vous poser des questions. Moi, j'ai une question avant les extraits, je t'assure. Ah bon? Oui, bon, d'accord. Allons-y rapidement, Daouda. En fait, concrètement, parce que j'ai regardé le documentaire, j'ai eu le privilège de regarder, mais je dis, il s'est passé dans beaucoup de lieux en même temps. Qu'est-ce qui a été difficile dans le tournage de tout ça? Parce que les témoignages en France, en Guadeloupe, en Côte d'Ivoire, à Bangourou, en Guinée, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tout a été difficile. Tout a été difficile. Parce que vous voyez, non seulement vous ne voyez pas le travail qu'il faut faire pour convaincre les gens, pour qu'ils acceptent de témoigner, parce qu'on vit dans des pays où on ne parle pas beaucoup. Donc il faut déjà les convaincre. Après, il faut trouver les moyens de voyager, d'envoyer une équipe, d'aller tourner, parce que ça coûte cher un documentaire. Après, il faut acheter les archives, ça coûte très cher, encore plus cher que de tourner. Donc tout a été difficile. Si ça a pris 10 ans, c'est parce que justement, je voulais que ce soit un travail qui soit millimétré et que pour chaque circonstance, par exemple, quand on parle de l'enfant qui est né dans cette école où se trouvait Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, il fallait retrouver l'acte de naissance. Donc c'était un travail minutieux, on n'avait pas la date, fouillé. Tout ça, c'est un travail extrêmement difficile. Très bien. Alors, le premier extrait que nous allons donc vous diffuser, c'est cette partie qui rappelle le conflit entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une femme. On regarde et on décrypte après? Regardez. En 1965, Houphouët s'éprend d'une métisse gréco-guinéenne, Ralou Milonoyanis. Le problème, c'est qu'elle plaît aussi au président guinéen Sékou Touré. Ce dernier crie au complot lorsque la jeune femme s'installe chez son rival. Sékou Touré emprisonne des Ivoiriens à Conakry. Houphouët réplique en arrêtant des Guinéens à Abidjan. Énorme crise diplomatique entre les 2 pays. Pourquoi vous rigolez, Daouda? Non, je rigole parce qu'on a tout le temps des crises diplomatiques en Afrique. Je me rends compte que... non, on ne va pas dire que tout le monde, ce n'est pas toutes les crises qui sont en base. Je dis voilà. La Guinée, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a rien en fait. Alors, ce conflit entre la Guinée et la Côte d'Ivoire qui dure 2 ans pour une femme. Alors, moi je vous laisse poser des questions parce que Les gens de ma génération, et peut-être même que Daouda le sait, on appelait ça l'affaire Kamano. L'affaire Kamano. Du nom de cet homme qui a été le premier jeté en prison en Guinée parce qu'il était lié donc, à cette femme, Ralou Miloyanis, familialement. Et donc il avait promis à Sékou Touré que Ralou ne quitterait pas la Guinée, resterait donc en Guinée donc, avec lui. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Ralou a réussi à s'enfuir, à s'installer en Côte d'Ivoire. Et Sékou Touré est rentré dans une rage folle. Et c'est comme ça qu'il a commencé d'abord à emprisonner Kamano, puis des marins ivoiriens qui venaient d'accoster donc, en Guinée, qui ont été aussi arrêtés et jetés en prison. Herman, question? Finalement, est-ce que vous avez trouvé de qui, entre Sékou Touré et Houphouët, qui vraiment, cette dame-là, finalement... Ah non, mais ça, c'est pas... Oui, mais parce que quand on dit qu'il y a... C'est parce que peut-être qu'elle jouait
dans les deux camps. Ben, à la rigueur, je veux dire, ça ne me regarde pas, parce que bon, ce sont les sentiments d'une femme et que je n'ai pas pu interroger. J'ai demandé à l'interroger, j'ai demandé à la voir. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Elle est vivante. Elle est décédée il y a 2 ou 3 mois. Okay. J'ai demandé à la voir, j'ai demandé à la rencontrer, et donc ça n'a pas été possible. Mais après, je veux dire, ce sont ses sentiments à elle, je n'ai pas rentré dedans. C'était pas Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment est-ce que 2 pays pouvaient en arriver à un affrontement aussi dur. C'est vrai qu'il y avait déjà un contentieux entre Sékou Touré et Houphouët-Boigny, ce n'était pas nouveau, mais il a fallu quand même que ça dégénère pour cette histoire-là. Et cette histoire-là, il y a une crise diplomatique au point que l'ONU a dû intervenir et que pendant 2 ans, ça a duré comme ça. Pour ceux qui se souviennent, parce que bon, les gens ont l'impression que tout ça, il ne faut pas en parler. Mais on en parlait en Côte d'Ivoire. Il y a eu un communiqué du PDCI et même du gouvernement à la télévision en Côte d'Ivoire pour expliquer pourquoi est-ce qu'on avait arrêté des diplomates guinéens en Côte d'Ivoire. Et tout ça, à notre époque, c'était quelque chose qu'on voyait. Est-ce que les vraies raisons avaient été données ? Mais les vraies raisons n'avaient pas été évoquées. Mais tout ça, on le voyait. On voyait qu'il y avait une crise, qu'il y avait une tension, qu'il y avait des interventions à la télévision, mais on ne savait pas pourquoi. Élysée ? Moi, je suis bien intéressé de savoir qui était cette femme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle occupait comme fonction en Guinée, dans quelles circonstances elle rencontre Félix Houphouët-Boigny et dans quelles circonstances elle rencontre effectivement le président Sékou Touré. Moi, je sais qu'elle a été mannequin. Ok. Voilà. Je sais qu'elle était mannequin, je sais très belle. Que l'un des deux, c'est pas précisé, lui avait pris un appartement à Paris. Je sais qu'il y a eu un moment où elle était à Abidjan, un moment où elle était en Guinée, et qu'elle avait de la famille ici en Côte d'Ivoire, à travers effectivement le lien familial qu'elle avait avec M. Kamano, qui était quelqu'un qui était proche d'Houphouët-Boigny. Donc ça, ce sont les choses que l'on sait. Il y a des parts de vérité que l'on sait, et il y a encore des parts d'ombre, parce que même en Guinée, c'est la première fois qu'on publie la photo de cette femme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui étaient en Guinée n'avaient pas sa photo. C'est la première fois que moi j'ai retrouvé. Et c'était compliqué. Je peux vous assurer, pour retrouver toutes les photos, c'était extrêmement compliqué. Ça a pris du temps. Aïcha, oui. Ensuite, oui. Bonsoir monsieur. Ça me fait penser un petit peu à la mythologie grecque avec l'histoire de la guerre de Troie. Ouais. Achille qui était un petit peu enfin la dame qui était prise entre 2 feux. Hélène d'Achille, on l'appelait. Hélène de Troie. Est-ce à dire qu'en fait, l'homme d'État peut se laisser gouverner par ses sentiments? Et est-ce que cet homme d'État-là est fiable, en fait? On parle d'une crise diplomatique de 2 ans pour une femme. C'est une bonne question. Moi, je sais, parce que, bon, pour faire tout le travail que je fais, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit une comédie musicale, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans l'entourage de Fouet, qui soient ministres, qui soient de la famille. Et il y avait une phrase qui revenait souvent dans sa bouche auprès de quelques-uns de ses proches. Il disait « Mon défaut, ce sont les femmes ». Qui disait ça? Houphouët-Boigny. Mon défaut, ce sont les femmes. Non, mais ce n'est pas le seul. Mais c'est pour vous dire que, effectivement, des crises peuvent être déclenchées par ce genre de choses aussi. Mais en même temps, les femmes sont, dans le dispositif politique, jouent un rôle très important, tel qu'on le voit dans ce qui a créé donc une crise. L'ONU a dû intervenir. Les femmes, au niveau du pouvoir, en tout cas, jouent un rôle assez... Tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'Oufouët, il est lucide sur ça. Il connaît effectivement son point faible. Et il dit aussi une autre phrase qui est assez forte et qui résonne, c'est « La femme n'est pas un poison, mais elle tue ». Ah, Daouda. Moi, en fait, ce que je comprends dans cette mini-guerre des Troie qu'on a évitée ici au niveau de notre côte, c'est que je me rends compte qu'au-delà de la femme, Houphouët et Sékou Touré, ça n'allait pas avant. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour revenir aux 7 femmes d'Houphouët-Boigny, ces 7 femmes, finalement, après avoir fait autant de recherches sur ces femmes-là, quelle était en fait l'influence de chacune d'elles dans sa vie d'homme politique en fait? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il était subjugué par les unes comme par les autres. Voilà. Après, chacune a eu un rôle. Et ce qui est assez étonnant, et je vous le dis parce que j'entends qu'il faut des réflexions, oui, mais Houphouët n'a rien montré, pourquoi est-ce que vous montrez aujourd'hui? Mais c'est faux. Houphouët n'avait aucun problème à partir en voyage officiel avec Bintou. Demandez à George Benson, qui a fait partie d'un de ses voyages, où Bintou Camara était la première dame de Côte d'Ivoire et qui accompagnait Houphouët donc, en voyage officiel. Houphouët n'avait aucun problème pour mettre Isabelle Grunitzky dans des cérémonies officielles où on la voyait. Donc Houphouët ne se cachait pas de cette situation-là. Donc on n'a pas à cacher quelque chose que lui ne cachait pas et qu'il assumait totalement. Très bien. Alors de la Guinée, partons maintenant, on va dire, au Mali. Regardez un peu l'intérêt qu'il avait pour la fille de feu Amadou Hampâté-Bâ. Regardez. La belle-fille. La belle-fille. En 1975, Houphouët se rend à Yamoussoukro pour visiter un établissement. À l'arrivée, une hôtesse d'accueil l'éblouit. Elle s'appelle
Bintou Camara, il ignore que c'est la belle-fille de son ami Amadou Hampâté-Bâ. Oufoué la veut, elle accepte, aux grandes dames de Marie-Thérèse. Oufoué la veut, elle accepte aux grandes dames de Marie-Thérèse. Dans toute cette affaire, dans toute cette affaire, il faut saluer quand même la résilience de cette grande dame qui est Thérèse. Une grande dame. Et je pense que je voulais aussi lui rendre hommage pour ce qu'elle a été capable d'encaisser et de rester stoïque malgré toutes ces années, parce que ça n'a pas été facile. Bien sûr, ça n'a pas été facile, pardon, oui. Oui, Élisée? Oui, moi, cette partie particulièrement m'intrigue, dans la mesure où on sait quand même les liens qui unissaient Hampâté-Bâ ou Houphouët-Boigny. Ils avaient une amitié vraiment solide, et ça, tout le monde le savait. Comment est-ce que Oufoué, sachant cela, peut s'enticher, je veux dire, que de la belle-fille? Et quelle est la réaction d'Amadou Hampâté-Bâ quand il apprend cette information? Hampâté-Bâ était extrêmement gêné et il a donné ordre à toutes ses filles, parce que là c'était sa belle-fille, de ne jamais avoir un contact direct avec Oufoué. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'à un moment donné, ce genre de choses puisse se reproduire. Hampâté-Bâ était extrêmement fâché de cette liaison. Ouais. Il était encore plus meurtri parce qu'on l'a accusé à lui d'avoir donné sa fille à Oufoué. Justement, oui, ça a été. Ce qui n'était pas le cas. Alors que Oufoué et lui se connaissaient depuis 1946. Et comme vous l'avez vu dans le documentaire, à un moment donné, en 1955, Oufoué décide qu'il arrête la politique, il en a marre. Il veut démissionner, il veut prendre sa retraite. Ouais. Il écrit une lettre à Hampâté-Bâ. Et c'est Hampâté-Bâ qui arrive à le convaincre en 1955 de continuer. Donc vous voyez, en 1955, Oufoué aurait été à la retraite. Et c'est grâce à Hampâté-Bâ. Qu'il a continué. Et puis, d'une façon générale aussi, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, en 1959, avec des gens qui ont été jetés en prison, comme vous le savez, le complot du chat noir. Oui. En 1963, quand il y a eu des gens qui ont été jetés en prison, c'est Hampâté-Bâ qui a ramené Oufoué à la raison. Qui lui a dit, tu ne peux pas continuer comme ça, tu m'arrêtes ça. Donc, il a eu un rôle très important auprès de Houphouët-Boigny et un rôle de sagesse aussi très important. Et il a été meurtri par les accusations où on l'a montré du doigt et il a voulu quitter la Côte d'Ivoire à cause de cela. Et puis finalement, c'est grâce à tous les liens qu'il a reconstruits avec Oufoué qu'il a pu rester. Sinon, sur lui-même, jusqu'à sa mort, il en a voulu même à certains membres de sa famille qui avaient favorisé cette rencontre alors que lui ne voulait pas. Du Mali allons en Guadeloupe parce qu'on a une. Moi, j'avais une question avant sur le Mali. Hein, allons-y. Parce qu'en fait, je suis un peu embêté. J'ai comme l'impression que Oufoué, lui, il veut quelque chose, il le veut tout de suite et maintenant. Oui, et il le prend. Et il obtient la chose. Non, il le prend. Il le prend parce que ça a été le cas avec Thérèse, ça a été le cas avec So, ça a été encore le cas avec la belle-fille de Hampâté-Bâ. Mais Thérèse était consentante pour le mariage. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Non, en fait, je suis un peu embêté parce que... Non, il termine et puis Armand, vous avez la parole. Je suis un peu embêté parce que chaque fois qu'il arrive dans un coin, il voit une belle dame. Sauf dans le cas qu'elle va montrer à l'instant. Ah, voilà. Mais la question que je pose maintenant, parce que moi, j'écoute la narration de votre documentaire. Vous semblez, en fait, il y a un mix entre l'intimité et l'histoire. Et l'histoire nationale. Oui. Donc, comment est-ce que vous arrivez à trouver le juste milieu? Parce que n'oubliez pas, Oufoué, c'est notre fétiche. C'est très difficile parce que vous devez rester en plus dans une espèce d'équilibre honnête. C'est cela, justement. Et moi, ce qui me frustre, c'est que j'aurais voulu dire plus de choses, mais que je n'ai pas pu dire parce que ça demande beaucoup plus de moyens. Par exemple, en 1958, lorsqu'on parle du moment où Marie-Thérèse s'en va parce qu'elle en a marre, qu'elle part en Italie, Oufoué convoque quelques... Parce que ça fait tout un tollé national en France. Oufoué était ministre, sa femme s'en va, on ne sait pas où, et donc Oufoué convoque ses amis d'Abidjan qui arrivent en vitesse. Il y a la JCDB notamment, il y a Jean-Baptiste Moquet. Il leur demande qu'est-ce que je dois faire. Et Moquet lui dit divorce de cette femme. C'est le conseil que Moquet lui a donné. Oufoué ne lui a jamais pardonné cela. Il ne lui a jamais pardonné d'avoir dit divorce. Et comme Moquet était son rival, il a profité de ce conseil de Moquet pour le jeter en prison en 1959 au prétexte du complot du chat noir, en disant que Moquet avait mis des fétiches dans la valise de Thérèse pour pouvoir l'assassiner. Donc vous voyez tout ça, ces liens, il y a des liens entre tout ça, et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est compliqué. Il n'y a pas que les femmes qui sont émotionnelles, en tout cas. On peut le dire. Tout à fait. Non, mais je ne pense pas que vous étiez émotionnel. Non, il était un peu machiavélique. Non, pas du tout. Pas du tout. Herman, ensuite l'extrait. On fait souvent un trop grand procès à Oufoué. Parce que toutes ces femmes, finalement, elles étaient consentantes. Bien sûr. Donc, je veux dire que la belle-fille de Hampâté-Bâ, c'est que lui ne va pas décider du cœur de sa belle-fille. Voilà. Donc, je pense bien que c'est vrai. Avant qu'on peut juger qu'il y a eu une multitude, et ça encore, on peut se demander si les hommes aujourd'hui
n'auraient pas fait comme lui, avec tout cela. Ou bien ne font pas comme lui. Ne font pas comme lui. Mais c'est d'abord la volonté, il faut respecter le désir de ces femmes aussi d'être avec Houphouët. Très oui, bien. Mais bon, ce qu'il dit n'est pas faux non plus. C'est-à-dire qu'un homme de pouvoir, c'est difficile de lui dire non à cette époque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais à cette époque-là, c'est difficile. Surtout. Actuellement, c'est encore plus difficile. Parce que, tu sais, Armand, pourquoi je pose ce postulat-là? Parce que rapidement, on va aller à l'extérieur. Rapidement. Pour le cas, en fait, Thérèse, tu vois que le père et la mère ne viennent pas au mariage. Mais bien Parce sûr. qu'ils ne sont pas consentants. Bien sûr. Mais la fille est consentante. Je suis sûr que Herman, si je viens prendre ta fille, tu aimerais... Je vais refuser. Ah, tu vois. Sois tranquille. Tu vois que tu vas refuser. Alors, même si elle est consentante. C'est pas grave. Le temps que vos enfants se rencontrent, allons en Guadeloupe pour cette énième, on va dire, séquence. Voilà, je préfère dire ça. À Villepinte, Houphouët s'éloigne de Cadiz. À Paris, il se rapproche de Gerty. Les deux députés se fréquentent. Une idylle discrète, des bancs de l'hémicycle, au banc du mariage, la question finit par se poser. J'avais un oncle qui m'a dit, tu sais Alain, parce qu'on parlait de Gerty, tu sais qu'une fois de Boigny était amoureux de Gerty et a voulu se marier avec elle. Donc je vais voir Gerty, je dis Gerty, est-il vrai qu'une fois de Boigny venait se marier avec toi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas accepté? On n'a pas le même combat. Mais peut-être qu'elle n'avait pas envie d'aller en Afrique, d'aller vivre en Afrique loin de sa famille. Ils n'ont pas le même combat, ils n'ont pas la même vision du monde. Voilà, elle est communiste ou pas, et elle défendait quelque chose qui était son pays, sa Guadeloupe, et la condition des gens de son pays. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui nous regardent, vous êtes sur le direct, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourrait donc les retranscrire à Serge. Alors, il tombe amoureux de cette femme députée, en même temps il est à Paris avec Kadisso, sa première épouse, qui, tel qu'on le comprend, ne correspond pas au nouveau standard. Il est député, il fait des réunions politiques. Nouveau statut. Député, il fait des réunions politiques, il faut que la femme présente bien. Et puis, il s'amourache. Mais Kadisso également ne dit rien. Elle rentre encore dans une forme de résilience, mais en tant que femme, elle a forcément mal, Serge. Oui, bien sûr qu'elle a mal. Ce sont des choses... Ces femmes de cette époque-là, en plus musulmanes, qui avaient donc une forme d'obéissance aussi, n'a rien dit, mais elle a gardé sa souffrance. Et quand vous allez à la cour royale d'Abangourou, on vous dit que, surtout à la mort d'Houphouët, elle était malheureuse. Donc ça veut dire qu'elle l'aimait encore. Il y avait quelque chose qui se passait. C'est très difficile de pouvoir décrypter ces sentiments-là, parce que personne n'a parlé, à part effectivement les proches. Ni elle n'a parlé, ni les autres. Mais on sent bien que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de souffrance. Maintenant, cette femme-ci qui refuse Houphouët, Gerty Archimède. Gerty Archimède dit qu'on n'a pas le même combat. Est-ce qu'elle a eu une vie politique après en Guadeloupe? Oui, elle a une vie politique, elle s'est beaucoup impliquée en Guadeloupe et surtout, elle a une vie d'avocate. C'était une avocate qui défendait la veuve et l'orphelin. Elle était très féministe, elle était très proche des pauvres et elle se dépouillait beaucoup. Moi, j'ai été dans son cabinet à Basse-Terre. C'est vraiment, on voyait une femme qui vraiment prenait toutes les affaires des gens qui n'avaient pas d'argent. Et pour elle, Houphouët, c'était un bourgeois. Et on le dit dans le film, il venait au cours du Parti communiste dans une limousine. Vous voyez, donc c'était pas quelqu'un qui était vraiment un communiste. Et on sait pourquoi il a fini par siéger au Parti communiste, parce qu'à l'époque, tous les élus du RDA se sont répartis dans les différents partis français pour pouvoir donc avoir plus de voix. Mais Houphouët n'était pas communiste. Et pour elle, ça la gênait. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas franchi le pas. Mais comme disait donc son neveu dans le film, il pense qu'elle l'aimait quand même. Voilà. Élisée, question? Oui, moi je voulais savoir, ça c'était une dame, comme vous l'avez dit, politique, mais en même temps juriste, avocate. Est-ce que dans la continuité de la marche de Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas senti une influence de Gerty sur sa marche politique? Ça, c'est pas impossible. D'autant qu'il a eu besoin d'elle pour venir défendre les prisonniers à Grand-Bassam. C'est elle qui est venue à Grand-Bassam. C'est elle qui est venue défendre. Elle a eu un rôle extraordinaire. Et ça, moi, je trouve que ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette femme, au-delà d'avoir été donc, la compagne à un moment donné de Félix Houphouët-Boigny, elle est venue ici, à Abidjan, pour défendre les prisonniers politiques. Défendre, et c'est pour ça que, comment il s'appelle, pas Félix Dadier, mais comment il s'appelle, Gabriel Bernard Dadier, finit par avoir beaucoup d'affection pour elle et qui lui écrit un poème pour la remercier de l'aide qu'elle a apportée à la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle aurait pu ne pas, par exemple, venir. Ah non, non, c'est elle qui s'est proposée. Et donc Houphouët lui a donné donc, mandat et quitus pour venir ici donc, défendre les prisonniers politiques. Quelque part, elle aura contribué
à Libération. Oui, non seulement à la Libération, mais à étendre l'influence d'Houphouët. Parce que tout le monde sait que c'est une avocate proche d'Houphouët qui vient et donc qui combat et qui arrive à obtenir la libération de ces résistants-là. Tout à fait. Très bien. Daouda, question? Monsieur Serge, le chiffre 7 a-t-il une signification particulière pour vous? Parce qu'on parle des 7 femmes d'Houphouët-Boigny, mais je suis presque sûr et certain qu'on dépasse 7. Est-ce que c'est un signe particulier? Est-ce qu'on dépasse vraiment 7? Oui, largement. J'ai juste voulu garder le symbole 7, voilà. Et le reste, après, ça devient de la comptabilité, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'est des femmes quand même. Non, mais soyons clairs. Ce qui est intéressant pour moi, c'était à travers quelques exemples d'essayer de montrer comment est-ce que nos hommes politiques, comme tous les hommes politiques dans le monde entier, sont influencés par les femmes et le rôle que ces femmes peuvent jouer entre celles à qui on a donné donc un rôle dans le café cacao, voilà, celles qui avaient donc aussi des parts dans l'importation de riz, voilà. Et donc naturellement, Houphouët a voulu aussi leur donner une part. Et ça vous concerne tous parce que ce sont vos impôts. C'est votre argent. Donc, quelque part, ça vous intéresse de savoir. On nous a donné le public bananière. Oh là là, faut pas. On y est toujours. C'est un fait. Non. Repartons vers un. Non, mais juste avant, juste le chiffre 7, justement. Juste le chiffre 7. Finalement, vous avez fait la narration de ces 7 femmes. Serge Bilé, laquelle vous a le plus marqué? Très bien. Moi, je suis très touché par Thérèse. D'ailleurs, j'ai fait un livre sur elle, qui était important pour moi. Mais tout en étant touché par Thérèse, je suis aussi très touché par Gerty Archimède. Parce que c'est par elle que tout a commencé. Quand j'étais en Martinique, quand je vivais en Martinique, et qu'un jour, une famille guadeloupéenne m'a parlé de cette femme, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il venait faire en Guadeloupe, quoi, voilà. Et donc là, tout de suite, j'ai loué du matériel, je suis parti en Guadeloupe pour interroger les rares survivants qu'il y avait encore. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ces témoignages. C'était il y a 10 ans. Wow. Donc bien avant de commencer le documentaire. Je me suis dit, je mets ça de côté, on ne sait jamais. On sait jamais. Et naturellement, de fil en aiguille, je me suis souvenu que ma meilleure amie, quand j'étais jeune journaliste en France, ma meilleure amie ivoirienne qui était étudiante, était la nièce de Ralo Milonoyanis, donc naturellement... La gréco-guinéenne. Donc quelques années plus tard, je suis allé donc la voir. Voilà, grosso modo, de fil en aiguille, après le documentaire s'est bâti pendant 10 ans. Restez en notre compagnie parce que Serge Bilé reste. Ne décrochez surtout pas, tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé, il n'a pas subi de modifications. Serge Bilé est toujours avec nous pour décryptage de ce documentaire, les 7 femmes d'Houphouët-Boigny, notre premier président, Herman Aboua, Aïcha Crépi, Élisée Boloubeu, Daouda, également sont là. Alors, je peux vous dire qu'en off, pendant le journal, les débats étaient houleux, c'était monté parce que chacun essayait de comprendre avec des questions. Alors, Serge, avant de repartir pour d'autres extraits, nous avons des questions de nos internautes sur le chat. La première question, on va dire, c'est celle de Georges Zanta. Il dit, Thérèse était-elle la promise de l'aîné de feu le président Houphouët-Boigny? C'était dit dans le documentaire, parce que moi, je me souviens que quand j'ai fait l'interview de Félix Dadier, qui était donc le fils de Gabriel Dadier, que Gabriel Dadier a donné donc à Houphouët pour qu'il l'élève. Il est parti en France, donc il a vécu avec la famille Houphouët, notamment Cadisso, la première femme. Et quand j'ai fait l'interview de Félix Dadier, il y a au moins 5-6 ans déjà, au moment où j'arrêtais de tourner, c'était vraiment une interview classique, il m'a dit « Je veux parler de cette histoire de Houphouët » où on dit qu'il a volé Marie-Thérèse. Et moi, j'étais un peu surpris parce que c'est une rumeur que j'avais entendue quand j'étais plus jeune. Ouais. Et c'est là qu'il a apporté donc, des éléments de démenti que je ne connaissais pas. Sur l'âge, sur un certain nombre de choses. Oui, cette rumeur a été infamante pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Cette rumeur a été répandue depuis des années en Côte d'Ivoire et elle n'est pas vraie. Donc c'est faux. Thérèse n'était pas la fiancée du premier fils d'Houphouët-Boigny. Guillaume, voilà, parce que c'est vraiment, on a grandi avec cet imaginaire-là, et c'est bon aujourd'hui que vous puissiez rétablir la vérité historique. Alors, messieurs, Serge, une autre question, avant de repartir aux extraits. Délie Martine, épouse Rand, demande les leçons à retenir pour la jeunesse, en fait, de ce documentaire. Quelles leçons à retenir pour la jeunesse? Je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été dites ici. Les hommes de pouvoir, quels qu'ils soient, que ce soit un directeur, que ce soit un député, que ce soit... Il faut toujours garder une certaine, surtout quand on est une femme. Une députée Bon. Non, là, on parle des hommes de pouvoir. Hommes grand H au moins. Non, il dit les hommes de pouvoir. Il faut garder une certaine maîtrise par rapport à ces gens-là.
Parce qu'effectivement, un pouvoir... C'est-à-dire une certaine maîtrise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que faire attention au pouvoir qu'ils exercent sur vous, les femmes. Hein, donc, être capable de pouvoir juste voir quel est votre intérêt, pourquoi est-ce que vous le faites, est-ce que c'est juste le pouvoir qui vous attire, est-ce que c'est l'argent? Et peut-être que c'est peut-être la première leçon qu'on peut en tirer, parce que nous vivons dans une société, vous le savez, où c'est l'argent qui compte, malheureusement, et où souvent les relations ne sont pas des relations amoureuses, où les relations sont plutôt par rapport à des questions d'argent, d'intérêt. Donc, c'est une leçon à en tirer, parce qu'on voit bien que derrière ça, il y a aussi beaucoup de douleur, beaucoup de malheur. De Thérèse. Oui, voilà, et beaucoup de souffrance. Et donc, il faut aussi savoir peser le pour et le contre. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que toutes ces femmes ont dit oui à Houphouët-Boigny en fonction de sa position, ou vous pensez sincèrement qu'elles avaient des sentiments pour lui? Moi, je pense que c'est des questions de pouvoir. C'est mon point de vue. Maintenant, je n'étais pas là, mais vous savez, le pouvoir, il crée une espèce de domination, et surtout à cette époque. On est quand même dans les années 60, 70, 80, et on n'est pas comme aujourd'hui. Bon, on m'a dit que peut-être que certaines femmes n'ont pas changé, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont plus libérées, elles sont indépendantes, elles ont une façon de voir les choses. Mais je pense qu'il y avait plutôt un rapport aussi de domination et de pouvoir. Daouda? J'ai rapidement deux questions. La première, c'est sur votre réponse de tout à l'heure. C'est que, concrètement, on parlait d'hommes de pouvoir. Mais aujourd'hui, dans notre société qui est devenue, il y a comme une forme de bicéphalisme. On peut dire ça, non? Tout à fait. Voilà, où les femmes aussi sont des femmes de pouvoir aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que ce que vous dites pour les hommes aujourd'hui n'est pas valable aussi pour ces femmes-là? C'est peut-être valable, et ce sont des hommes qui ont subi ça qui seront peut-être les mieux placés pour en parler. Moi, personnellement, je ne connais pas d'exemple particulier. Une femme de pouvoir avec plusieurs hommes dans sa vie. Mais une femme de pouvoir peut aussi avoir exercé une pression sur quelqu'un au point de l'obliger à accepter quelque chose. Oui. Et donc, c'est le cas d'Houphouët? Moi, je n'en sais rien. Je dis que le pouvoir exerce une attraction. C'est clair. Alors peut-être que certaines femmes ont été subjuguées par le pouvoir et par l'homme qui le représentait. La seconde question, c'est que selon vous, la vie sentimentale de Félix Houphouët-Boigny, est-ce qu'elle est comparable aujourd'hui à celle de grandes figures africaines ou mondiales? Moi, j'ai beaucoup travaillé, parce que Houphouët-Boigny n'est pas le premier personnage sur lequel je travaille. Je m'intéresse à l'histoire un peu partout dans le monde. J'ai écrit sur l'histoire du Japon, du Québec, des Antilles, et sur l'histoire de France. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Mauresse de Morée, qui raconte la vie douloureuse aussi de la fille de Louis XIV. Louis XIV a une fille avec une femme noire qu'on a cachée dans un couvent pendant très longtemps. Et qui n'apparaissait pas en public, ou très peu. Juste les princes, les princesses pouvaient aller la voir, mais c'était une femme qui était une femme métisse, qui a été cachée. Et quand vous observez la vie de Louis XIV, qui a eu énormément de femmes, et qui était quelqu'un qui était un don Juan, mais aussi qui avait des conquêtes parce qu'il avait un pouvoir, qu'il exerçait ce pouvoir, vous apercevez aussi que cette vie-là de ces femmes n'était pas des filles heureuses. Il y avait des rivalités, il y avait des moments difficiles de souffrance. En fait, on revient toujours au même cercle, à la même conclusion, c'est-à-dire que quand vous entrez dans ce genre de cercle-là, c'est très difficile. Herman, permettez qu'on prenne l'extrait et on revient pour votre question. Okay. On part justement avec un autre extrait, Serge. Un extrait qui est assez difficile parce que c'est Thérèse qui n'a pas d'enfant. Regardez. N'oublie pas Thérèse qui t'envoie ses amitiés. Elle n'a toujours pas d'enfant, la malheureuse. Chaque fois que certains proches venaient à la maison avec leurs enfants, elle était très, très maternelle. Il y a quelque chose qu'on sentait. Il y avait ce manque. Tous ces enfants qui venaient, soit pour passer la journée ou les fêtes de Noël, repartaient. Il y avait une tristesse en elle. Voilà, il y avait une tristesse en elle et c'est une partie assez difficile, Serge Billet, de ce documentaire-là. En même temps, ça nous plonge directement dans ces douleurs, et je dis bien ces douleurs, de voir son époux dans plusieurs affaires, et c'était su et connu, vous l'avez dit. En plus de cela, il n'y a pas d'enfants qui pourraient apporter une petite consolation, ou des enfants qui viendraient, mais après, ils sont des Vous savez, quand on dit que Thérèse a fait preuve de grandeur, c'est parce que c'est en tout qu'elle l'a fait. Ouais. Quand elle s'aperçoit, par exemple, que Henriette de Vignac donne naissance en 61 donc, à une fille, Florence, à son mari, elle souffre d'abord et après, elle prend Florence comme si c'était sa propre fille. De la même façon, Thérèse Houphouët-Boigny a voulu être assistante sociale et dans son comportement, elle a
essayé de prendre beaucoup d'enfants qu'elle a élevés comme si c'était ses propres enfants. Donc c'est une femme qui a su faire du malheur qu'elle avait de ne pas pouvoir avoir d'enfants quelque chose de différent, en prenant beaucoup d'enfants donc avec elle et en les élevant comme si c'était ses propres enfants. Herman ? Une autre de ses douleurs, hein, c'est son addiction, je pourrais dire, au jeu de casino et autres. Vous avez relevé cette séquence-là de sa vie, même si cela trouve une excuse avec toutes ces douleurs qu'elle a vécues. Est-ce que c'était important finalement? Bien sûr qu'il y a une excuse. Je veux dire, quand à un moment donné, vous vivez une vie de château, en apparence pour tout le monde, et que vous êtes dans les grandes réceptions, et que quelque part vous êtes aussi un tout petit peu délaissé, ben, chacun trouve une compensation dans... Vous savez, il y a des jeunes ou des jeunes femmes qui tombent dans la drogue. Voilà. Et donc l'addiction, c'était les jeux de casino. Très bien. Aïcha ? Oui, vous avez dit que vous ne vous êtes pas qu'intéressé à la vie de feu Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est récurrent chez les hommes de pouvoir, finalement, d'avoir plusieurs femmes, en fait, dans leur vie? Oui, d'une façon générale. Bon, quand on traite Louis XIV, lui, c'est même pas la peine, c'est le champion du monde. Donc, il avait beaucoup de femmes, et les historiens ont documenté ça. Je veux dire, non, mais ce qui est intéressant, c'est que les Français ne se posent pas les mêmes questions que nous. Ils ont documenté ça. Il y a un tas de livres sur les femmes de Louis XIV. Hein, les femmes du Roi Soleil, les femmes de Louis XIV. Il y a un tas de livres là-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment est-ce que le pouvoir aussi s'exerce en fonction de cela. Et quel rôle elle joue, notamment dans différentes affaires, je ne vais pas les évoquer ici. Donc voilà. Mais ce n'est pas le seul. On le voit aussi avec d'autres hommes politiques ailleurs dans le monde. On connaît l'histoire de Clinton, on connaît l'histoire du scooter de François Hollande, on connaît l'histoire de la fille cachée de François Mitterrand, qui a valu beaucoup de problèmes à un journaliste que j'aimais bien, qui s'appelait Jean Hidernalier. Donc on connaît tout ça. Donc, ça fait partie du pouvoir. Et une fois qu'on le sait, nous, on fait semblant ici en Côte d'Ivoire, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'effrayent un tout petit peu. Pourquoi on fait un tel documentaire? On fait semblant de faire croire que ce n'est pas vrai, alors que c'est de l'hypocrisie. C'est une réalité en politique. Quand vous dites on fait semblant de faire croire que ce n'est pas vrai, selon vous, ça existe donc. Mais c'est-à-dire que les gens, quelques personnes bien sûr, puisqu'il y a eu un accueil assez intéressant pour ce documentaire, les gens disent mais il ne faut pas parler de ça. Mais pourquoi il ne faut pas en parler? C'est pas la tradition africaine qui le fait. Mais Houphouët ne s'en cachait pas. Houphouët ne se cachait pas, je vous ai dit, dans les voyages officiels, il partait avec Bintou, il exposait donc Isabelle Grunitzky, ça ne lui posait pas de problème à lui. C'est encore tabou alors que ça existe bien. C'était pas tabou il y a 30 ans, et ça deviendrait tabou aujourd'hui. Apprenez votre histoire, apprenez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Élisée. Ok, moi je voudrais savoir quels ont été les rapports entre Thérèse. C'est vrai qu'elle n'a pas eu d'enfant en tant que telle, mais elle en a adopté plusieurs. Mais ne perdons pas de vue que son époux, Houphouët-Boigny, lui, avait des enfants. Quels étaient les rapports qui existaient entre Thérèse et les enfants légitimes de Félix Houphouët-Boigny? Bon, j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que j'estime que ce n'était pas le cadre de mon travail. Et vous avez vu qu'au moment de l'héritage, pour tous ceux qui ont suivi comment ça ne s'est pas bien passé, voilà, les rapports n'étaient pas forcément faciles, mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Très bien. Alors, essayons de partir maintenant avec un autre extrait, Serge. C'est qu'on a intitulé, nous, Thérèse, trahison. Regardez. À Paris, Félix Houphouët-Boigny est devenu incontournable. Il est courtisé aussi bien par la classe politique française que par les notables de la France d'outre-mer. Dans les cérémonies officielles et lors des réceptions qui donnent à l'occasion, le ministre s'affiche fièrement avec son épouse. Mais en privé, le couple bat de l'aile. Il est même au bord de la rupture. Marie-Thérèse supporte de moins en moins les infidélités de son mari. Elle lui rend la monnaie de sa pièce le temps d'une escapade retentissante avec un amant en Italie. En avril 1961, Henriette de Vignac donne naissance à la petite Florence. La joie du président contraste avec l'affliction de Marie-Thérèse. Elle était triste. Elle était triste. Il y a de quoi être triste en réalité. Et puis, vous l'avez dit, c'était comme une vie de château doré. Mais à un moment donné, elle craque peut-être et part en Italie. Oui, parce que
J'imagine, vous êtes femme, hein, si au bout d'un moment vous n'en pouvez plus et quelqu'un vous fait des avances et vous fait miroiter. J'ai raconté tout à l'heure quelles ont été les conséquences aussi de cette affaire pour la Côte d'Ivoire avec l'emprisonnement de Jean-Baptiste Moquet. Oui, donc il y a des moments où vous craquez et naturellement quand vous craquez, vous n'êtes pas forcément heureuse en tant que femme d'avoir fait quelque chose, mais peut-être que c'était une échappatoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ça fait grand bruit. Ça fait grand bruit dans la presse, ça fait grand bruit donc en Côte d'Ivoire, grand bruit aussi en France, et qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on ignore, quoi. Voilà, et qui font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quoi. C'est-à-dire qu'elle a accepté donc d'épouser le président Houphouët-Boigny, et elle devait donc, tel qu'on l'explique et tel qu'on le voit dans le cadre de l'époque ou de maintenant, se taire et vivre, être l'épouse modèle, enfin voilà, être la première dame. Maintenant, la question qui se pose, et je vous le dis franchement, est-ce que les gens aujourd'hui pensent que les choses ont changé? Parce que si vous avez des gens qui disent « mais non, il ne faut pas parler de ça », c'est parce qu'ils estiment que c'est normal qu'une femme soit considérée comme un pot de fleurs et qu'elle n'a le droit de rien dire. Il faut dire ces choses-là. Il faut dire ces choses-là pour que justement, on sache ce qui s'est passé réellement, plutôt que de faire semblant, de montrer toujours une image dorée. Voilà, ce sont des gens qui ont eu un... moi, je vous dis, pour moi, Houphouët-Boigny restera toujours un grand homme. Quel que soit ce que je peux penser de lui, quel que soit ce que je peux dire, quel que soit ce que je peux ressortir. Aussi bien, on a parlé la dernière fois ici de ce qui s'est passé à la prison d'Assabou. Il y a eu quand même des gens qui sont morts, notamment Ernest Boca, le président de la Cour suprême, qui est mort à Assabou. Il y a des gens qui ont été torturés. J'ai le père de ma belle-mère, Jean-Baptiste Moquet, qui était jeté en prison par 2 fois. Houphouët n'était pas un saint, voilà, mais ça reste quand même un grand homme. Donc tout ça, il faut le dire, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il faut tout dire de façon à ce que justement, je reviens toujours à Daouda, qui est un servant spécialiste de la politique française, le droit d'inventaire. Le droit d'inventaire posé par Jospin par rapport à Mitterrand. Nous devons faire le droit d'inventaire, y compris sur le travail de Houphouët. Le grand homme, le bâtisseur, le visionnaire, oui, mais aussi les ombres du personnage. Et ce droit d'inventaire, on ne l'a jamais fait. Et comme nous passons notre temps dans ce pays à mettre la poussière sur le tapis, c'est comme ça que des crises naissent. Voilà. Il faut faire le droit d'inventaire de chaque président, et à commencer par celui-là. Et ça nous évite même de défier le président et de savoir qu'il reste un homme. Et donc, il a des lumières et des ombres. À commencer par celui-là. Qui est le suivant, alors? Vous avez dit à commencer par celui-là. Mais on a eu combien de présidents? 4, si je ne me trompe pas. Bon, Gueye aussi, mais bon, si on... Oui. Voilà, mais donc il faut faire le droit d'inventaire pour tous. Oui. D'accord, on attend la suite. Alors, comment est-ce que ça se passe généralement lorsqu'une femme comme ça s'est passé, elle est partie en Italie, et on voit bien ce qui s'est passé, elle revient, il la reprend? Oui, bien sûr, parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et il l'écrit. Moi, j'ai lu une lettre qu'il a envoyée à un Pateba que je n'ai pas pu reproduire parce que je n'ai pas eu l'autorisation. Il l'aime, il dit qu'il l'aime. Oui. Il l'aime. Et il l'aime et elle lui porte chance. Il écrit aussi. Ah, très bien. Daouda? Moi, à écouter Serge, sincèrement, je suis très heureux parce qu'il décomplexe ce débat. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un problème avec le débat. On n'aime pas l'ouvrir pour que tout le monde sache ce qu'il y a au fond. Voilà. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais moi, personnellement, ça ne me choque pas. C'est de l'histoire pour moi. Ça me permet de comprendre certaines choses. Et quand je regarde son escapade en Italie, ça m'a fait penser à une histoire. L'escapade de Thérèse? L'escapade de Thérèse, ça m'a fait penser à l'histoire de Lady Di avec Jody Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, tu es dans un monde où on pense que tout est beau. Et quand on regarde le pouvoir à côté de nous, on ne le dira pas. On est à la télé. Mais bon, on sait que dans certains couples d'hommes d'autorité aussi, on sait ce qui se passe. Je vais même aller plus loin parce qu'il faut rendre hommage à nos pionniers. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et l'histoire de la Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que quand vous vivez 50 ans à l'étranger, vous lisez les livres sur la Côte d'Ivoire, vous les connaissez par cœur. Que ce soit les livres de Jacques Bollin, pour ceux qui le savent, qui ont été interdits à un moment donné, ou le livre de Samba Diarra. Samba Diarra qui a été jeté en prison aussi, et qui raconte, c'est lui qui raconte le premier cette histoire d'escapade en Italie, et qui a des mots extrêmement durs à l'égard d'Houphouët. Moi, je reste encore très soft, mais c'est lui qui raconte tout ça. La jalousie où Thérèse est espionnée, donc à travers des gardes, avec son téléphone, voilà, dès l'époque. Et Samba Diarra a écrit ces choses-là il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, nous avons trouvé ça normal qu'il raconte ça. Et il ne faudrait pas que 20 ans après, on régresse par rapport à ça. Alors, messieurs... Moi, je suis très content en tout cas. Pour un homme d'État, allons-y avec d'autres questions et je reviens à la mienne. Moi, je pense qu'on en avait parlé ici la dernière fois. Je suis heureux de l'entendre. Quoi qu'on puisse dire, on ne pourra pas enlever dans notre esprit qu'Houphouët reste un très grand homme. C'est clair. Mais nous, on estime que ce documentaire avait tout son sens, comme je l'ai expliqué tantôt, pour montrer que nos hommes politiques et nos leaders restent des hommes. Donc, point n'est besoin de les déifier.
C'est des hommes qui ont donc leur lumière et leurs ombres. Et sur cette base-là, cela n'enlève rien à leur mérite, hein, comme au mérite d'Houphouët-Boigny. Mais je voudrais poser cette question suivante. Vous, en finalement faisant ce documentaire, en révélant toute cette histoire que, bon, certains de notre génération ne connaissent pas, hein, l'objectif derrière, c'était quoi? Maintenir ce mythe, bon, pas le mythe, mais maintenir Houphouët grand homme, mais montrer quelque part qu'il avait aussi des ombres. Mais c'est la moindre des choses. Je veux dire, pour avoir étudié un tas de personnages, j'ai écrit notamment sur Napoléon. Napoléon, il est déifié en France, c'est lui qui a fait le Code civil, c'est lui qui a modernisé donc la France. Mais Napoléon, c'est aussi lui qui a rétabli l'esclavage. Donc on parle des lumières de Napoléon, mais il faut aussi parler des ombres. Et pendant tout le temps où je vivais aux Antilles, nous avons écrit tellement de choses sur Napoléon. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Et ce n'est pas que Napoléon, c'est aussi Louis XIV. Louis XIV est certes le grand homme qui a modernisé la France et qui lui a apporté un rayonnement. Mais Louis XIV, c'est lui aussi l'inventeur du Code noir, qui chosifiait les esclaves que nous étions. Donc parler des ombres et des lumières, on le fait partout. Et nous devons le faire. Et je vous dis, moi, ça ne change rien à ma posture à l'égard de Houphouët-Boigny. Et je suis même bien placé pour vous le dire. Moi, en 92, comme vous le savez, j'ai été jeté en prison. Bien sûr, sous Houphouët-Boigny. Ouais. Voilà, parce que j'avais critiqué la loi anti-casseurs prise par le président Alassane Ouattara, qui était Premier ministre à l'époque. Mais je n'ai aucun ressentiment. J'essaie juste de me dire que quand je fais mon travail, je me mets au-dessus des choses et j'essaie de voir de façon honnête les ombres et les lumières. Et quand on m'a appelé en 93 pour venir faire l'interview d'Houphouët-Boigny à la rue Masseran, sa dernière interview avant sa mort, j'aurais pu dire non, il m'a jeté en prison avec Ouattara, je n'y vais pas. Non, j'y suis allé. Parce que pour moi, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est plus importante que nous. Et la Côte d'Ivoire est plus importante que chacun d'entre nous. Alors, en tout cas, ce documentaire-là élève encore le niveau de respect et de considération que nous devons avoir, en tout cas pour Mme Thérèse Houphouët-Boigny. C'est une femme forte. C'est bien que vous le disiez, c'est bien que ce soit une femme qui le dise. Oui, c'est une femme forte. Et on m'a dit, à un moment donné, mais tu n'aurais pas dû dire qu'elle a fait ci. J'ai dit non. C'est parce qu'en disant tout cela, les gens vont comprendre le rôle essentiel qu'elle a eu. Quelqu'un a écrit même sur Facebook, c'était une fée. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelqu'un, certes, elle avait ses intérêts aussi à préserver dans cette affaire, mais quand même, elle a incarné la continuité de l'État. Généralement, ce sont les hommes politiques qui incarnent la continuité de l'État. Mais elle a incarné la continuité en étant cette femme, comme on dit aux Antilles, une femme potomitan, c'est-à-dire la femme souche, justement, sur laquelle ce monsieur a pu s'appuyer. Pourquoi n'est jamais rentrée en politique, Thérèse? Pourquoi ça n'est jamais affiché politiquement? Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? Houphouët a dit, j'ai fait de la politique pour plusieurs générations d'Houphouët. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup, quelquefois, disent mais pourquoi Thiam fait de la politique aujourd'hui? Mais Houphouët a dit j'ai fait de la politique pour les plusieurs générations d'Houphouët. Donc, naturellement, il n'avait pas l'intention de mettre sa femme dans ça. Daouda, et ensuite Élisée. Monsieur Serge Bidet, on est en train, je sais qu'à partir de demain, on commence à suivre à fond 21h. La rediffusion, oui. La rediffusion des 7 femmes d'Houphouët. Mais cette fois-ci, je ne parlerai pas des 7 femmes de X ou de Y. À quand le devoir de mémoire ou de vérité de Laurent Gbagbo, d'Alassane Ouattara, d'Arikona Bédié? Je vais être très franc avec vous. Hein. J'ai écrit une comédie musicale sur Houphouët, qui revient d'ailleurs ce samedi. Donc, ceux qui veulent venir, hein, il y a encore de la place. Vous pouvez trouver les tickets partout dans des points de vente habituels. Et quelqu'un m'a demandé, après la première qui a été un succès, pourquoi vous n'écrivez pas une comédie musicale sur Alassane Ouattara? Et j'ai une réaction et une réponse qui est très, très vraie. Je me suis intéressé à certains hommes politiques à une certaine période. Et moi, je me suis arrêté à Houphouët pour l'Afrique, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, et à Aimé Césaire pour les Antilles. Parce que ce sont des gens qui m'ont inspiré, ce sont des gens qui m'ont fasciné. Ceux qui viennent après, c'est aux jeunes générations de pouvoir faire des choses là-dessus. C'est à vous, Daouda, de le faire. Et c'est à vous de faire des choses sur Gbagbo, sur Bédié, sur Guéhi, sur Ouattara. Voilà, nous avons fait notre part sur les époques qui nous ont intéressés. Vous, faites la vôtre. Très bien. Avant de faire la vôtre, Daouda, regardons l'extrait que nous avons appelé Thérèse, femme idéale. Regardez. Derrière tout grand homme se cache une femme. Derrière Félix Houphouët-Boigny, il y en eut plusieurs. Mais seule Marie-Thérèse est restée dans les cœurs et les esprits, femme à la fois admirée et délaissée, mais femme debout, jusqu'au bout, aux côtés de son mari. Herman? Oui, mais je pense que c'est une très belle note. Ah ben oui, bien voilà, quand on regarde d'ailleurs les 7 femmes d'Houphouët, heureusement que l'actrice principale finalement, c'est Mme Thérèse Houphouët-Boigny, parce que c'était elle, la femme épousée, et c'est elle qui a enduré tout cela. Même si on peut excuser
l'homme de pouvoir qui était son mari, qui pouvait, ces statuts-là qui lui permettaient de faire plein de choses, il y a que elle, c'est sa résilience aujourd'hui qu'on retient. Parce que malgré tout cela, on n'a pas forcément entendu Thérèse, je veux dire, faire des scandales. Elle a vécu de sa chair tout ce qu'elle a vécu et puis elle prend ça pour l'histoire. C'est clair. En tout cas, c'est une grande femme. Est-ce que je peux lire le commentaire de quelqu'un? Oui, allez-y rapidement. C'est une véritable boutade et je pense que ça rejoint ce que vous avez dit à Serge. Tu avais dit, les titulaires du plus sur la terre que les Tchisa. Vive Thérèse Houphouët-Boigny. C'est vraiment bien reçu. Élise, tu aimes ça? Élise, mais c'est pas... Calmez-vous, quand on parle de ça, vous... Élise, oui, moi, ce que je voulais dire, hein, peut-être que l'intention, je pense, hein, l'intention de Serge, en faisant ce documentaire, c'était effectivement de nous montrer un peu les lumières, celles de Houphouët qu'on savait, mais les ombres également, et faire ressortir ces femmes-là qui ont contribué d'une manière à faire d'Houphouët l'homme qu'on est. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est vrai, ce Houphouët admiratif que tout le monde constate là, c'est parce que quelque part, il y a eu ces rencontres-là qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont forgé dans cette personnalité. Je dis les rencontres des différentes femmes dont on parle, justement, qui ont une influence d'une manière ou d'une autre. Mais parmi toutes celles-là, nous sommes tous unanimes que celle qui restera pour nous indéniable, c'est Thérèse, qui non seulement a supporté tout ça, mais a été vraiment ce soutien qu'il fallait. Moi, je pense même que ce documentaire, même si c'est vrai qu'on disait les 7 femmes d'Houphouët, mais je pense qu'aujourd'hui, il a renforcé la sympathie et l'empathie que la majorité des Ivoiriens avaient pour Thérèse. C'est vrai qu'on l'admirait beaucoup. C'est une dame qui aujourd'hui incarne, je vais dire, l'unité nationale pour moi. Parce que qu'on soit de tous les bords politiques, quand on dit Thérèse, ça ramène tout le monde vraiment vers le centre et tout le monde comprend que c'est une femme qui mérite tout le respect. Et ce documentaire-là encore nous montre que c'est une femme brave. Elle a enduré des choses, elle a supporté des choses parce qu'elle a supposé, moi j'imaginais pendant que vous parliez, a supposé qu'à un moment donné de l'histoire où elle était avec Houphouët, elle décide de partir. Mais c'était un scandale. Et je ne suis pas sûr que le pouvoir d'Houphouët aurait été celui qu'il a été jusqu'au bout. Je veux apprendre pour preuve des pays non loin de nous où des premières dames ont décidé de partir. On a vu ce que ça a donné. Donc je pense quand même qu'elle s'est sacrifiée pour justement conserver cette image-là d'unité au sein du couple présidentiel et de faire asseoir vraiment une assise au pays. Et ça, on lui doit tout. C'est un très beau commentaire et j'adhère totalement. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que Élisée dit. Alors, on va terminer cette émission avec la bande-annonce. Après son triomphe les 7 et 8 juin, la comédie musicale Houphouët revient au Palais de la Culture. Une explosion de chansons, de danse, de lumière, un spectacle exceptionnel le samedi 14 décembre 2024. Viens en vente dès maintenant au Palais de la Culture. Grand public 20 000, VIP 35 000. N'oubliez pas, le samedi 14 décembre 2024 au Palais de la Culture. La comédie musicale Houphouët, l'événement de cette fin d'année à ne rater sous aucun prétexte. On peut retenir que demain, 21h, il y aura la rediffusion. Si vous avez manqué la première diffusion, la seconde, il faut vous asseoir et regarder demain à partir de 21h, exclusivement sur Live TV. Et puis voilà, à chacun de pouvoir retirer de ce documentaire des choses, des leçons de vie. Mais en tout cas, Serge Billet, merci. Bravo encore une fois. Après... Herman, il faut applaudir. Il faut apprendre à applaudir. Il faut saluer le mec. Vive le journalisme, vive l'investigation, vive la recherche. Et on vous attend le 14 décembre, samedi, pour la comédie musicale Houphouët. Voilà, à partir Palais de la Culture, à 19h. Et puis les tickets sont en vente partout. Okay. Oh my God. En tout cas, pour Thérèse Houphouët-Boigny, on peut applaudir encore, s'il vous plaît. Bravo. Une grande dame. Une grande dame, et bravo en tout cas à toutes ces femmes-là qui sont de pouvoir, qui passent peut-être par ces moments-là. Je pense que ce film de Thérèse, du moins je dis ce film de Thérèse, ce documentaire vous fera grand bien. Merci Serge Billet. Pour la mémoire collective ivoirienne et africaine, merci beaucoup. Merci et merci et merci. Demain, 21h, 3e diffusion sur Live TV. Aïcha, merci d'être venue. Merci Christelle, merci chers messieurs. Herman Nabois, merci d'être venu. Élisée Voloube, merci. Daouda, merci beaucoup. Merci à Serge et merci à tous. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir et à demain par la grâce de Dieu.